Bonjour à tous aux entretiens d'ours en version webinaire. Alors, ce matin, on va plonger ensemble dans une thématique qui bouleverse nos métiers, qui redessine les contours du web marketing et plus largement la communication. Je parle bien sûr de l'intelligence artificielle. Alors, en résumé, pour le dire avec d'autres mots, comment s'y retrouver et surtout, comment s'approprier concrètement cette révolution pour obtenir de vrais résultats. C'est exactement l'objectif des 3 webinaires de cette matinée. Et pour ces 3 webinaires, nous avons fait appel non pas à un expert, non pas à 2 experts, mais à 3 experts. Et enfin, nous accueillons Jean-François Longy. Bonjour Jean-François. Salut. Alors, je voulais te souhaiter un bon anniversaire, puisque tu as créé Hyperlinker il y a un peu plus d'1 an, c'était en mai 2024. En Exactement. un mot, c'est quoi Hyperlinker ? Hyperlinker, c'est une plateforme SEO qui permet aux annonceurs et aux agences d'une part, gérer des campagnes de netlinking, des choses assez classiques, et puis aussi de générer des contenus, d'optimiser des contenus et en gros, d'automatiser une bonne partie de son SEO de façon très simple et peu coûteuse, tout simplement. Ok, écoute, on revoit ça avec toi à 11h10 pour ton intervention. Comment l'IA a bouleversé le marché du SEO. Voilà, Jean-François, pile à l'heure. Jean-François, je t'ai présenté un peu plus tôt en début de matinée, mais je vais rappeler pour ceux qui se connectent maintenant que tu es le cofondateur d'Hyperlinker. C'est une plateforme SEO. Tu vas nous en dire plus dans quelques instants. Tu interviens auprès d'entreprises et de startups et tu fais du conseil sur des sujets de stratégie commerciale et marketing. Tu as aussi, dans une vie précédente, été le cofondateur et directeur général pendant 22 ans des agences Cybercité et Onliso. Et puis, je pourrais ajouter une touche un peu plus personnelle. Tu aimes les abeilles, les arbres, les oiseaux, tu bois de l'eau purifiée et tu pratiques le compostage. Voilà, pour compléter cette présentation. Ok, bon, écoutez, merci d'être là. Alors, j'aurai une présentation peut-être un peu moins conventionnelle que les précédentes et l'idée, c'était de pouvoir discuter, échanger sur la révolution de l'IA dans le domaine du SEO, tout en précisant d'avance que j'aurai quelques propos polémiques et dont il ne faudra pas tenir rigueur et qu'il y a beaucoup d'agences, donc j'espère qu'elles ne convulseront pas trop au regard de mes propos. J'espère qu'elles sauront les modérer. Tout d'abord, en fait, je vais vous expliquer. Alors, moi, je suis le cofondateur d'une plateforme qui s'appelle Hyperlinker, en fait, qui est une solution à la base, une plateforme de netlinking qui est devenue une plateforme SEO qui permet aux agences et aux annonceurs de faire tout un ensemble d'actions SEO de façon simplifiée, rapide, automatisée et à des coûts qui sont assez compétitifs. Pourquoi assez compétitifs ? Parce que justement, notre solution est basée intégralement sur des solutions IA et que on a mis de côté, en gros, tous les processus traditionnels et toutes les choses comme on les faisait avant. L'idée, moi, j'ai fait du SEO pendant 20, tu l'as reprécisé que j'étais un ancien pendant X dizaines d'années. Je suis revenu sur ces sujets parce qu'il y avait cette opportunité et ce changement de paradigme uniquement pour ça. Parce qu'on a aujourd'hui les moyens, ce que je vais dire, une entreprise a les moyens d'un État quasiment. Je vais expliquer ça un petit peu après. Et l'IA permet des choses qui sont folles. Alors, j'invite tout de suite ceux qui le veulent et ceux qui le voudront à nous rejoindre jeudi prochain à peu près à la même heure pour faire une présentation et une formation à, on va dire, Hyperlinker et comment on peut utiliser l'IA dans un process de production de contenu. Alors, on va beaucoup en parler, production de contenu, mais aussi tous les processus de création de liens ou d'automatisation du SEO. Donc, n'hésitez pas à me faire un petit mail, à faire un mot dans le chat. J'enverrai un mail aussi pour 1h30 de présentation et d'information sur ces sujets-là la semaine prochaine. Alors, l'avantage avec l'IA, c'est qu'avant, on disait que c'était le stagiaire qui a fait des conneries, qui a écrit, qui a halluciné. Aujourd'hui, on peut dire que c'est l'IA et c'est une grande chance. La particularité en fait des contenus qui sont générés par l'IA, alors celui-ci ne l'est pas, c'est juste un exemple, c'est qu'ils sont globalement pas très justes. Alors c'est un peu raide de dire ça en introduction.
Mais on a aujourd'hui des contenus qui sont produits. Alors, beaucoup ont parlé d'hallucination au début, on en parlait beaucoup, on en parle un petit peu moins, mais on a beaucoup de contenus qui sont générés par les entreprises ou par les personnes et qui sont des contenus un peu creux, un peu factices. Et quand on regarde bien les résultats d'un chat GPT, on se rend compte rapidement qu'il y a beaucoup d'informations qui sont fausses. Et c'est en ça, ce que je dis, c'est que les entreprises aujourd'hui ont récupéré la puissance de certains États, sans les nommer, et ça leur permet en fait de faire des contenus extrêmement massifs pour influencer ces outils de recherche, pour influencer les LLM. En fait, on sert des LLM pour influencer les LLM, et on a une puissance de frappe aujourd'hui qui n'est pas limitée par des budgets, par des questions humaines. On a vraiment changé d'air. Alors, Trump avait un petit peu ouvert il y a quelques années avec la notion de post-vérité, ces sujets-là. Mais aujourd'hui, on nage vraiment dedans, que ce soit dans Google, que ce soit dans SearchGPT, que ce soit sur X ou quoi que ce soit. On a des masses de contenus qui sont produits de façon industrielle et ce sont ces outils qui nous permettent. Et avant, c'était vraiment l'apanage des puissances étatiques ou de très grandes organisations. Aujourd'hui, on peut le faire tout seul dans son bureau et faire passer des masses d'informations de façon gigantesque. Alors, il y a eu un avènement, en fait, il y a le avant-après, c'est-à-dire qu'il y a eu avant-après OpenAI, avant-après ChatGPT. Aujourd'hui, on entend parler de ChatGPT, de Gemini, de Perplexity, on a des tonnes de choses et tous les jours, on a des nouveaux outils IA qui apparaissent et on parle beaucoup de révolution autour de ces outils parce qu'on pense que c'est révolutionnaire et si on en croit LinkedIn, ça change la vie des entreprises, ça change le monde. Globalement, ce qu'on peut constater, c'est que ça a beaucoup changé la vie des gens du marketing. C'est-à-dire que ceux qui sont dans les domaines de la création, Florent, tout à l'heure, ça a été dit, Robin l'a dit, les métiers du marketing sont très impactés. Alors moi, j'emploie un terme qui n'est pas très joli. J'emploie le terme de grand remplacement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les humains ne sont pas remplacés par d'autres humains, mais les humains sont remplacés par des robots, par des machines, que sont ces outils d'intelligence artificielle et les métiers qui sont liés à la création, qui sont liés au contenu sont très, très fortement impactés. Alors, certains pensent, comme on est dans une situation économique qui est un petit peu tendue, que c'est lié à le fait que les gens ont un peu moins d'argent, les sociétés sont plus tendues parce que les marchés sont un peu raides depuis qu'il y a eu la guerre et tout ça. Mais globalement, ce n'est pas ça le fond du sujet. Le fond du sujet, c'est que les entreprises aujourd'hui internalisent de plus en plus ce type de sujet et ont des moyens de production qui sont sans commune mesure avec ceux qu'ils avaient il y a 2 ans, 3 ans. Et c'est typiquement l'IA qui leur permet de faire un tas de choses. Donc, quand la prospérité reviendra, si elle revient, on se rendra compte qu'il y a beaucoup de postes qui ont disparu, il y a beaucoup de on va dire, métiers autour de la rédaction, de la création de contenu, on va dire, intermédiaires qui auront disparu. Et ce n'est pas une question économique, c'est juste une question technologique. C'est en ça qu'il y a une révolution. Et pour moi, les outils type Search LLM qu'on va avoir, type ChatGPT, Perplexity, ne sont pas une révolution en tant que telle, c'est une très grosse évolution. Ce sont des nouveaux outils, mais je donnerai un autre exemple, qui font que le marché change et qu'en fait, c'est un nouveau terrain de recherche d'informations. Ce sont des nouveaux outils, comme il y en a à toutes les générations. Moi, j'ai la chance d'être un ancien. En 2011, on me disait, est-ce que vous pensez que Facebook va remplacer Google? Après, on a parlé de OK Google, est-ce que la recherche vocale, blabla. Ces choses-là, en fait, il y en a eu on a parlé du métavers, ça c'est encore autre chose. Mais tous les 2, 3, 4 ans, il y a un nouveau sujet. Est-ce que tel sujet va remplacer la recherche d'informations? Est-ce que tel outil va remplacer Google? Globalement, on va voir après que ces choses mettent très très longtemps finalement à émerger. Et au final, il y a toujours des gens qui s'en servent. Ce sont des sujets qui prennent des proportions importantes, mais on a un volume de recherche qui est toujours plus important sur Google et on a des utilisateurs qui se rendent toujours au même endroit pour chercher de l'information. Alors, l'avantage de ces outils-là, comme vous les utilisez tous, parce que là, on est dans un sujet autour de la communication et du marketing, donc vous êtes tous exposés à ça, on a des questions qui sont directement répondues, alors avec des informations, ce que je disais, qui sont souvent à peu près, qui sont parfois fausses, des fois très bien,
mais qui sont effectivement, notamment pour les jeunes, plus faciles à digérer. Qui est Mathieu Ozanam? Boum, on a son profil professionnel, sa présence, ses interventions publiques. Est-ce que c'est juste? Peu importe. La réponse, elle est suffisamment joliment rédigée pour considérer que c'est juste. En termes de confirmation et d'information, moi, j'ai fait plein de fois avec plein de gens que je connais. On a des informations globalement qui sont approximatives et qui sont souvent fausses. Et aujourd'hui, on est capable d'alimenter ces médias pour leur faire dire des choses qui sont des choses fausses. Donc ça, c'est un point important. Donc c'est très utilisé. C'est très apprécié parce que ça donne l'illusion de réponses qui sont parfaites, parce que, j'allais dire, on pose une question, donc on est dans le moteur de réponse directement, moteur de réponse synthétique, on a tout de suite l'information. On se rend compte qu'on arrive à faire passer des chiffres dans ces trucs-là, que les chiffres soient vrais, bien intentionnés ou faux, mal intentionnés. Globalement, on arrive à faire les mêmes choses. Tous les jours, on a des nouveaux outils, tous les jours, on a des nouvelles pratiques. Par contre, on en entend chaque matin un nouveau modèle, un nouvel outil et qui révolutionne tel sujet, la prise de réunion. Il y a des gens qui passent leur vie et leur job, c'est de tester tous ces outils-là pour dire c'est bien, c'est pas bien. Globalement, ce qu'il faut retenir, ça c'est un panel de Datos, qui est une filiale de SEMrush aux États-Unis, c'est que globalement, les gens qui servent des plateformes IA se servent d'OpenAI. Voilà. Le reste, c'est de la déco. Et aussi bien soit-il, aussi innovant soit-il, globalement, le gagnant prend tout et les autres, même si on va dire Claude, c'est mieux, tel modèle pour tel sujet, c'est mieux, globalement, tout est récupéré par OpenAI qui est très largement le plus populaire parmi ces outils. Aujourd'hui, du coup, quand on parle de SEO et de présence dans ces outils, en fait, le Graal est devenu d'être cité dans ces réponses, être cité par ChatGPT. Alors, on met les autres de côté parce que, pour l'instant, parce que c'est ce que je dis, c'est statistiquement moins intéressant. Et aujourd'hui, sur Hyperlinker, par exemple, vous pouvez trouver un outil pour savoir si vous êtes mentionné dans ChatGPT, dans Gemini, dans Perplexity. Et beaucoup de sociétés se posent cette question parce qu'on commence à avoir des audiences sur les sites Internet qui viennent de ces sources. Alors, sur certains sujets très informationnels, ça peut être intéressant. Sur certains sujets B2B, où on a des très, très gros volumes d'achats sur lesquels on est sur des gros paniers, ça peut être très intéressant. Après, ça reste des audiences qui restent finalement assez minimes. Elles sont très croissantes. Elles sont explosives dans certains cas, mais elles sont minimes. Et quand on regarde globalement les audiences, il y a peu de cas où ça amène des business qui sont délirants. Je ne dis pas que ça ne sera pas le cas demain, mais je vais reprendre l'exemple des médias sociaux pour voir le temps d'adoption qui a eu lieu. Globalement, on n'est pas encore là. Alors, la question qui se pose, en fait, c'est comment être présent dans ces réponses. Et quand on a commencé à nous poser la question, globalement, dès qu'il y a eu SourceGPT qui est arrivé octobre-novembre l'année dernière, on dit comment je fais pour être présent? Et quand on a analysé les résultats de ces pages, on s'est rendu compte que c'était des sources tout simplement qui étaient citées. Et ces sources-là, il fallait s'assurer d'être indexé parmi ces sources et d'envoyer des contenus parmi ces sources. Et c'est ni plus ni moins au final que du SEO. Et pour apparaître du coup dans ces outils de recherche, on s'est mis à générer des contenus générés par les IA évidemment. Donc on a une forme de boucle pour être présent, pour être cité. On crée plus de contenu de cette manière-là et on engorge et on a un système infini de boucles qui se met en place. Ça permet globalement d'être cité, ça permet d'être visible. Alors certains nous expliquent qu'il faut être présent et c'est là que peut-être il y aura peut-être un peu de convulsion. Je ne sais pas si vous voyez mes slides versus citation. Oui. La question, c'est comment être cité dans ces sources. Alors nous, la particularité, c'est qu'on est éditeur de plusieurs milliers de sites et on a à disposition des spots qui nous permettent de diffuser des informations sur tel ou tel sujet. Et ces sujets s'indexent et ces sujets, je dis n'importe quoi, si on en envoie 10, il y en a peut-être 3, 4 qui vont finir par être cités dans ces sujets-là et citer la marque qu'on veut mentionner. Alors, je dis bien 3, 4, 1, 2, 3, 4 sur X. Pas tous, évidemment. Certains disent qu'il faut faire des relations presse. Donc, il faut être présent dans les grands médias pour être visible dans ces sources-là. Et moi, j'ai toujours une réponse qui est toute simple. Là, je suis chez Ours et à côté de chez Ours, il y a un gars, il a un magasin, il vend des baby-foot et des flippers. Et lui, il a besoin de vendre des baby-foot et des flippers et il a besoin d'avoir de l'audience. Et je me pose la question de comment il pourrait passer dans la presse. Comment il pourrait faire des relations digitales. 1, il lit pas la presse. 2, il n'a pas d'argent. 3, il n'a rien à dire. Donc, globalement,
le sujet est très difficile parce qu'on parle de branding, de relations presse digitale, d'autorité. C'est effectivement une très bonne solution, mais de qui on parle? On parle de très grosses PME, de gens qui ont des choses à dire ou des très grandes sociétés. Évidemment, ça fonctionne. Évidemment, c'est une bonne source, c'est une bonne façon de faire. Mais si on raisonne au niveau d'un marché économique de la France, ou si je me mets dans la rue, là, eh ben, le restaurant, il a besoin d'être bien référencé, le marchand de baby-foot, le producteur d'énergie qui est de l'autre côté de la rue aussi. Mais c'est difficile d'utiliser ces relations presse parce que c'est illusoire de penser que c'est à la portée de tout le monde, ne serait-ce qu'en termes économiques et en termes de retour sur investissement. Donc, la façon dont on procède, qui est une façon parmi d'autres, qui est d'utiliser des petits médias qui ne sont pas de la presse, permet en fait d'avoir ce type de résultat et permet de populariser cette fonctionnalité et cette opportunité d'être visible encore d'une part dans les LLM et d'autre part aussi dans Google. Donc voilà, il ne faut pas se tromper de sujet et il ne faut pas imaginer que un discours généraliste qui est de dire on va faire du branding, on va faire des relations presse, s'adapte à tout le marché, ça s'adapte à une typologie de marché, le haut du panier. C'est top pour faire ça, mais globalement, les entreprises n'ont pas les moyens d'aller là-dedans. Et puis, il y a de moins en moins de presse. Alors, Mathieu, tu pourras peut-être me compléter, mais globalement, je crois que ce n'est pas le sujet hype du moment. Voilà. Disons que ça s'adresse à un secteur particulier, mais effectivement, en B2B, ça va être pas la tendance naturelle. Exactement. Alors, la question maintenant, c'est est-ce que le monopole de Google est challengé? Parce que la question qui se pose maintenant, on va faire du SEO, mais on doit concentrer ses efforts sur quoi? Sur un sujet ou sur un autre? Eh bien, globalement, quand on regarde bien les chiffres, là, je reprends la même source de Datos, les gens utilisent Google majoritairement et c'est sans commune mesure avec l'utilisation des LLM. Et là, il y a une étude d'Eskimos qui est sortie cette semaine, d'Ipsos et d'Eskimos, qui est très instructive là-dessus. Ils ont interrogé un panel en France. À quelle fréquence utilisez-vous chacune de ces plateformes? Et en fait, les moteurs de recherche sont utilisés tous les jours à 72%. Et si on prend plusieurs fois par jour, une fois par jour, on est à 85-90%. Quand on regarde les IA génératives, on est à 5%. Alors, c'est non nul, c'est croissant, mais globalement, la plupart des gens ne les utilisent pas. Et quand je reprends mon exemple de tout à l'heure en disant en 2011, 2010, est-ce que Facebook va faire plus d'audience que Google? Est-ce que Google va, pour chercher de l'information, les gens vont aller sur Facebook, machin? Les réseaux sociaux, aujourd'hui, c'est 48%. Donc, au bout de 10 ans, Facebook, Insta, TikTok et tout ça, c'est la moitié des gens ou les 2 tiers des gens qui s'en servent plusieurs fois par jour. Donc, il a fallu quand même un nombre d'années important pour en arriver là. Et quand plus on monte, après, en fonction des générations, on a des résultats qui diffèrent. Mais globalement, ces outils de search sont aujourd'hui minoritaires, intéressants à creuser, mais Google représente toujours 90% de l'audience dans le monde, en Europe, sur les moteurs de recherche. Bing, qui est une des sources des LLM, j'allais dire, a eu de la croissance, mais voilà, ils font 3%, 3,5%. C'est énorme, parce qu'avant, ils faisaient 1%. Mais alors, Jean-François, j'ai 2 questions. J'en ai une que je vais te poser directement, c'est le moteur de recherche, on pense tout de suite Google, parce que Google, c'est l'essentiel des recherches. Il y a les réponses générées par IA. Donc, on peut utiliser un moteur de recherche et en fait, la réponse est générée, c'est AI Overview. Ouais, donc ça, c'est pas une question, c'est une réponse? Oui, c'est une réponse, mais n'empêche qu'on utilise un moteur de recherche et la réponse, elle est générée par IA. Donc, peut-être qu'on n'a pas utilisé un chat GPT ou autre, n'empêche que c'est quand même l'IA qui fait qu'on n'a plus besoin de taper sa recherche, creuser la recherche, puisqu'elle est là, la réponse. Je vais en parler un petit peu après. D'accord. Et la deuxième question, c'est Christophe qui dit oui, ok, c'est quand même bien zoomé comme graphe sur octobre 2024. Ça donnerait quoi depuis la sortie de ChatGPT 3.6 en novembre 2022? Je sais pas. Je sais pas. Et c'est pour ça que je vous dis, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on est submergé par des versions, par des outils, par des choses. Aujourd'hui, là, les chiffres que j'ai donnés sont des chiffres du mois de juin 2025. Mais globalement, ce qu'on peut constater, c'est que l'utilisation de ces outils est croissante. L'audience sur les sites, elle est croissante, mais elle reste minime. Et c'est en ça que je dis que ce n'est pas une révolution, c'est une évolution importante et c'est une utilisation qui évolue de façon positive.
on a un phénomène d'érosion en fait de l'audience de Google. La réalité, c'est ça, c'est qu'avant, on était à 95, 93 selon les pays. Et là, dans certains pays, il est passé à 89%, ce qui est assez exceptionnel parce qu'il a toujours été au-dessus de 90% depuis des années et des années. Donc, on a bien un phénomène d'érosion de part de marché, mais par contre, le volume, il augmente toujours. Et si on regarde après, parce qu'il faut se poser la question de la fragmentation, qu'est-ce qu'elle implique et quel impact, est-ce que Google va disparaître, est-ce que Google va mourir, globalement, le revenu de Google, il augmente de façon très importante encore. Là, en début d'année, il était encore de 28% sur le premier trimestre d'augmentation, le global. Donc, on est sur des choses qui fonctionnent très bien et globalement, il n'y a pas de souci côté Google. Et donc, la nouveauté, c'est ce que tu disais, Google Overview, Google, donc c'est quelque chose qu'on a quasiment partout dans le monde. C'est on va taper une requête ou voir une aurore boréale en avril et au lieu d'avoir des sites qui sont la réponse, on va avoir une réponse rédigée comme on retrouve sur les trucs. Mais en fait, pour moi, ce n'est pas non plus une révolution. Alors, ça peut avoir un impact sur celui qui est là. C'est-à-dire que les sites, il y a pas mal de sites aux États-Unis qui commencent à dire que ça a un impact de moins 35% de CTR sur le mot-clé, mais ça ne veut pas dire que c'est 100%. Donc, ça ne remplace pas la réponse. Et surtout, il y a des sources et il y a des réponses là-dedans. Et en fait, on peut à nouveau se loger et se mettre dans ces réponses. Donc, on est toujours sur un terrain de jeu SEO. On a un nouvel espace qu'on va devoir envahir, on va dire, grâce à des techniques qui sont ni plus ni moins des techniques d'optimisation de son contenu pour essayer de remonter là-dedans. Donc, ça reste finalement quelque chose d'assez classique dans la nouveauté. C'est-à-dire qu'il y a un nouvel espace de search qu'on va devoir occuper, qu'on va devoir optimiser avec différents outils, mais c'est d'une part accessible et d'autre part, c'est une opportunité nouvelle parce que ça permet de rebattre les cartes. Et quand on reprend une vision historique, il y a 6, 7, 8 ans, quand il y a eu on a beaucoup parlé de vocal search, les positions qui sont arrivées, dit voilà, j'étais premier, maintenant il y a une position 0 au-dessus de ma tête, j'ai perdu X%. Et c'est la même chose, c'est une évolution à nouveau. Et on disait que les gens, on regardait les études, il y a X% des gens qui allaient faire de la recherche vocale. Oui, en fait, aujourd'hui, ils font de la recherche vocale. Ça n'a pas empêché les autres canaux de se développer, ça n'empêche pas de faire l'audience et ça n'empêche pas de faire du business. Donc, c'est des choses qu'on a déjà vues. Et pour moi, c'est en ça que ce n'est pas une révolution, c'est une évolution forte. Mais c'est une évolution qui va dans le sens de l'histoire. Les moteurs et Google ont toujours évolué et le SEO suit ça. Alors, on parle de Generative Optimization, SEO, LLM, tout ça. C'est ni plus ni moins que du SEO parce qu'on va produire un contenu qu'on va devoir placer à un endroit pour le faire ranker quelque part et pour déformer les résultats d'un outil de recherche. Et c'est ni plus ni moins que le job d'un consultant, d'une agence, de quelqu'un qui est spécialisé dans le SEO. Et pour moi, la révolution, elle n'est pas là, elle est vraiment dans les modes de production. Et si on doit résumer, en fait, on est sur un terrain de jeu qui est… Alors, vous voyez mes slides, vous m'entendez ce que Absolument. On est sur un terrain de jeu qui est incertain, qui est contradictoire parce qu'il y a un éclatement du search. Ça, c'est la réalité. Certains parlent de global search. Il y a plein d'expressions là-dessus. C'est qu'on a un parcours des utilisateurs qui est éclaté entre différents médias, que ce soit Google, que ce soit YouTube, que ce soit TikTok, les médias sociaux, les IA génératives. Mais en fait, chaque jour, il y a de nouvelles opportunités massives d'audience. C'est-à-dire que, ne serait-ce que là, je cite Discover, aujourd'hui, les entreprises commencent un peu à investir Google Discover. Donc, on dit, on va perdre de la visibilité à cause des IA Overview. Mais par contre, il y a une opportunité gigantesque que la plupart des boîtes n'exploite pas, qui est Google Discover, qui permet aujourd'hui de faire des audiences qui sont très importantes, même pour les entreprises. Il n'y a pas besoin d'être un média. Et donc, c'est toujours le contenu qui va faire la différence et il y a une nécessité de s'imposer grâce à ces contenus. Et on a une fluctuation des rendements, effectivement, c'est-à-dire qu'on pouvait être bien à un moment donné et être moins bien maintenant grâce à d'autres sources, mais on a des nouveaux champs d'audience qui sont puissants et qui sont à disposition de tous. Et le fait qu'ils soient disséminés nous permet de ne pas tout miser uniquement sur la search, sur la recherche classique, par exemple. Donc là, c'est vraiment une opportunité de se dire, en fait, on va continuer à travailler. Ça, c'est le bonheur des agences, se dire, il y a un nouveau chemin, les gens ne pourront pas y aller tout seuls, on va les accompagner. On a des choses qui sont comme ça, qui évoluent. Et après, il y a un autre phénomène, c'est les gens se méfient des algos maintenant. Avant, quand on était pénalisé sur Google, là, je vous parle d'un temps un peu plus ancien, c'était la honte. C'est-à-dire, on avait peur d'être pénalisé. Aujourd'hui, on peut se faire dégager de LinkedIn, on peut se faire dégager de Google, d'être très visible sur Discover et d'être plus du jour au lendemain.
Et ça, c'est quelque chose qui est assez intégré dans pas mal de sociétés matures, c'est de dire on se sert de ces algos, mais par contre, il y a un risque et du coup, on multiplie les emplacements et les lieux sur lesquels on va travailler. L'idée maintenant, c'est d'investir sur des nouveaux canaux et d'investir sur les vagues qui vont nous permettre de faire l'audience demain. Donc, ça peut être l'IA, ça peut être Overview, ça peut être d'autres choses, ça peut être Discover. Mais par contre, ce qu'on constate, c'est que moi, quand je parle avec des entreprises, et c'est même des agences, c'est qu'on est loin du climax. C'est-à-dire qu'on a beaucoup d'entreprises qui, aujourd'hui, en fait, elles ne sont pas très matures. Quand on parle d'audience, on sait de quoi on parle, mais globalement, alors comme disait tout à l'heure Lionel, c'est à peu près au doigt mouillé, on sait à peu près où on va. J'ai une dame la semaine dernière qui m'a dit, j'ai refait mon site internet, maintenant je vais revoir dans les mois et les prochaines années comment mon SEO il évolue. Alors j'ai terminé la conclusion sur cette phrase en disant, je ne vais pas me battre, parce qu'en fait, il y a des gens qui sont vraiment trop loin et le potentiel, il y a plus à gagner qu'à perdre, parce qu'il y a des gens qui sont tellement loin. Et c'est en ça que l'IA, en fait, offre une opportunité gigantesque, parce que ça permet d'accélérer de façon démentielle la façon dont on peut produire, la façon dont on peut faire le SEO. Les gens qui sont loin peuvent gagner beaucoup de terrain très rapidement et investir des nouveaux terrains beaucoup plus vite et de façon beaucoup moins coûteuse que ça aurait pu être le cas il y a même 3 ans. Et moi, ce que j'ai l'habitude de dire, c'est audience is life, c'est-à-dire que la santé d'une entreprise, elle est fonction de son audience. Et cette audience-là, elle peut venir de différentes sources. Et le fait d'avoir plusieurs sources, c'est un gage de durabilité, en fait. C'est dire, on ne va pas miser que sur Google, mais on va avoir du Google. On peut avoir un petit peu d'intelligence artificielle de ChatGPT. On va avoir des médias sociaux. Et le potentiel de gain, il est extrêmement important. Donc, la révolution, elle n'est pas dans la multiplicité et dans l'évolution des sources, mais elle est dans la baisse tendancielle des coûts de production d'accès à cette audience et elle est dans l'agentisation de la production SEO. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un laminoir, les outils qui ont été créés et les technologies dont on a parlé ont laminé tout un ensemble de choses qui ne servaient à rien. Alors, Lionel l'a dit tout à l'heure, ou c'est peut-être Robin, il y a plein de choses qu'on faisait avant qui prenaient du temps. Aujourd'hui, on ne les fait plus parce que ça se fait tout seul, parce qu'on va interroger un robot qui va nous donner des réponses, qui va nous permettre d'avancer. Et le paradoxe aussi, c'est que l'IA est là, mais la digitalisation de nombreuses entreprises, alors je n'ai pas été voir le monsieur qui fait les baby-foot à côté de chez vous, elle débute en fait. Il y a des gens qui viennent de faire un site web et on dit il faudrait peut-être faire un peu d'audience. Il y a une concurrence qui est en orbite depuis longtemps et il y en a qui cherchent encore une agence web. Donc, il y a vraiment un delta sur le marché, une hétérogénéité qui est extrêmement importante. Et puis, des gens qui ne veulent pas investir dans leur audience parce que ils ne savent pas ce que ça rapporte, ils n'y ont pas encore goûté et ça n'a pas fait grand-chose encore. Alors, je vais essayer d'aller vite parce que je parle beaucoup. La révolution, du coup, elle introduit des nouveaux usages et des nouvelles choses, mais le SEO reste le SEO. Et quel que soit le média qu'on va investir, on est toujours basé sur des sujets qui sont liés à l'autorité, au contenu, à des bonnes pratiques techniques. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais aller directement à la dernière. Alors, il y a une question qui se pose, il y a une question qu'on me pose souvent, et je pense qu'on la pose souvent aux agences, et les rédacteurs ont une réponse, les agences en ont une autre, les outils d'IA en ont une autre. C'est Google sait et Google ne veut pas de contenu synthétique. Ça, c'est des choses qu'on voit beaucoup sur les réseaux sociaux. En disant, c'est officiel, Google l'a dit, il reconnaît les contenus IA et il les déteste. Oui, ils dégradent leur visibilité et leur fiabilité, quoi. Peut-être, peut-être pas. Et en fait, ce que je dis, c'est que le contenu synthétique, il ne gratte qu'une personne, c'est la concurrence, en fait. Parce qu'en fait, on se rend compte qu'en utilisant des contenus synthétiques, on arrive à produire des contenus, alors c'est Robin qui l'a dit tout à l'heure, des contenus qui sont d'une meilleure qualité dans bien des cas que ceux générés par des rédacteurs. Alors, ce n'est pas toujours le cas, hein. On peut mettre un peu d'eau dans son vin, relativiser, mais globalement, là, je montre l'exemple d'un site qui est dans un domaine du droit des familles. Donc, on est sur du Your Money, Your Life, et en fait, c'est un contenu dont le contenu est intégralement généré par Hyperlinker, sans validation et sans relecture. Et on a un contenu qui, depuis le mois de janvier en gros, en début d'année,
on est passé de 0 à 400 visites par jour sur des contenus autour du divorce, de la famille, des choses comme ça. Et en fait, ce sont des contenus qui sont très, très bien rankés, puisqu'on a des belles audiences, on a des positions 1, 2, 3, avec une satisfaction des utilisateurs qui est très importante. Et en fait, le contenu, en fait, il n'y a pas des bons et des mauvais contenus. Il y a des contenus qui rankent, et puis il y a des contenus qui font parler les rédacteurs. Voilà. Et les contenus qui rankent, en fait, peu importe la façon dont ils ont été faits, les outils dont on parle permettent de faire des contenus qui rankent de façon très bonne, aussi bien que par certains rédacteurs. Et Google ne fait pas la différence dans qui a fait le contenu, mais plutôt comment est le contenu, est-ce qu'il est bon, est-ce qu'il n'est pas bon. Donc voilà, ça c'est une question effectivement qui est posée. Comment Google reconnaît l'IA? Et toi, tu dis non, Google ne reconnaît pas forcément. Google reconnaît les bons contenus et les moins bons contenus. Les moins bons contenus ne sont pas bien classés, les bons contenus sont classés. Et en fait, c'est la façon dont on utilise. Alors, tout à l'heure, tout le monde a utilisé Garbage In, Garbage Out. C'est-à-dire qu'on a un outil qui nous permet de faire un contenu qui peut être dégueulasse ou qui peut être excellent. Et si la personne qui le pilote l'oriente pour faire un contenu excellent, et ben ce contenu, il va ranker de bonne façon, pas parce qu'il a été fait par une machine, mais parce que le contenu est bon. Et si la personne avait fait le même, et ben, j'allais dire, ça serait pareil. J'ai l'exemple là d'une société qui utilise nos outils dans le domaine de la santé et on avait des contenus qui étaient produits à peu près en 5 heures. Aujourd'hui, il y a toujours un rédacteur au début, à la fin. Ils mettent 1h15 pour produire les contenus avec un prompt personnalisé, avec des retouches, une validation, avec du RAG, c'est-à-dire qu'il y a une documentation qui est faite avant pour produire les contenus. Et le temps de production a été divisé par 5. Donc, c'est là qu'est la révolution, c'est de dire, il y a le laminoir. Alors, pour les sauvages, on peut faire ça en 5 minutes. Là, on est sur des contenus qualitatifs, dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'assurance. Donc, on ne peut pas dire n'importe quoi et faire n'importe quoi. On a un temps qui a été divisé par 4. Alors, ce que je vais faire un peu comme Lionel, je vais vous montrer une démo, je vais lancer un film. Peut-être une petite question avant dans le chat. Si les entreprises ont du mal à s'acculturer au digital, comment pensez-vous qu'elles vont s'acculturer à l'IA en termes de fiabilité des sources et des actions? Tu viens de le dire pour l'entreprise, il y a quelqu'un au début et à la fin, mais là, on va dire que c'est quelqu'un qui est déjà affûté, quoi. C'est pas le vendeur de baby-foot d'à côté dont tu parlais. Oh, il est peut-être très bon, hein. Et ben c'est là que l'agence va rentrer. L'agence, le consultant, le freelance, qui on veut, ou le prestataire, ou quelqu'un en interne. C'est qu'il y aura toujours quelqu'un qui va devoir avoir une expertise SEO, quelqu'un qui va devoir une expertise du métier. Et ça ne change pas. Il y a toujours besoin de personnes. Et c'est là, en fait, que c'est révolutionnaire, c'est de dire, on peut faire des choses folles, mais à moins nombreux, mais il y a toujours besoin d'une personne qui va driver ce truc-là et qui va. Sinon, tout serait en pilote automatique et ça partirait dans tous les sens. Donc, les entreprises vont continuer à faire parce qu'elles n'ont pas le temps, finalement. Elles n'ont pas le temps de faire ces choses-là. Elles vont faire appel à des agences ou à des personnes qui sont, on va dire, IA-friendly et qui ne vont pas passer du temps à faire du reporting, mais qui vont mettre en place des stratégies, qui vont mettre en place des agents et qui vont piloter ces agents. Donc, le temps, en fait, disponible du consultant ne sera plus la base, en fait, du travail, mais ça sera le fait d'avoir agencé et mis en place des outils, des agents dans le cadre d'une stratégie qui va nous permettre d'atteindre des objectifs. Et après, ce que je dis toujours, c'est un peu vilain de dire ça comme ça, mais c'est que le contenu, en fait, c'est un prétexte à faire l'audience. C'est un contenu. Le contenu doit être bon pour ranker dans Google, donc on le fait bien. Mais ce qu'on veut, c'est que les gens nous appellent, c'est que les gens achètent quelque chose chez nous. Donc, ça passe par le contenu, mais ça pourra passer par autre chose. Donc, tout ça n'est qu'un prétexte et on va utiliser les outils qui vont nous permettre de faire les meilleurs items, que ce soit des vidéos, que ce soit des images, que ce soit du contenu, pour atteindre ces audiences et pour pouvoir avoir des gens qui nous appellent et qui nous donnent de l'argent, tout simplement. Donc, les entreprises, comment elles vont s'y mettre? Elles vont se faire aider par les agences, mais les agences vont forcément muter et le modèle, en gros, on a des experts et on met du temps. Il est un peu dépassé par ce modèle-là qui est de dire le temps, c'est plus le métrique qui va être important, c'est plus ce qu'on va vendre en fait. C'est l'expertise et le résultat des outils qui vont nous permettre d'atteindre des choses. Alors là, j'ai lancé le robot d'hyperlinker. Alors, Lionel a montré des choses tout à l'heure sur l'analytics. Là, on est sur le même type de choses sur du SEO. On va rentrer dans une discussion avec la machine pour leur dire sur quel mot je veux ranker,
crée-moi un cocon sémantique et je vais sur quel mot-clé je dois faire le maillage interne. Donc, ça nécessite de comprendre le SEO, ça nécessite d'avoir une base. Mais j'allais dire, le temps passé à faire ça avant, avec tous les très bons outils qui existent, était très important. La révolution, pour moi, elle est vraiment là-dedans. Elle est dans l'industrialisation et l'accélération du SEO grâce à ces technologies. Alors, je vous montre un outil, mais celui que Lionel a présenté avant, il y en a plein d'autres sur le marché et tous les jours, il y en a des nouveaux. Ils permettent vraiment de gagner du temps, de gagner en expertise et de faire des choses qui prenaient beaucoup de temps avant en quelques secondes. J'allais dire, il y a des choses, il y a un truc là au début qui vient de passer, on l'a un peu zappé, qui prenait des heures et des heures à faire et là qui prend quelques secondes. Avec, quand on regarde et quand on le compare, on dit, ça fait bien la même chose. Ça fait bien la même chose. Et on peut Donc poser la question. là, Hyperlinker crée l'article que tu lui demandes, je dis n'importe quoi, c'est quoi les tendances des chaussures de l'été, ou est-ce que j'ai un article de base, je lui donne et je lui demande de me le pimper et de me le retravailler? Ce que tu veux, ça dépend d'où tu pars. Mais ça peut être, j'ai un article qui ne rentre pas très bien, qui a été fait par mon rédacteur, je voudrais l'optimiser. Là, il va être analysé, on va rajouter des intentions de recherche, on va rajouter des PA, on va le comparer par rapport aux concurrents. Et puis, ça va se rédiger, ça va se modifier. Ça peut être de créer des contenus. Après, le truc le plus amusant pour des gens qui partiraient de loin, c'est de dire, mon concurrent, c'est ours.com, le magazine. Moi, je veux lancer un magazine. Je vais mettre le nom de domaine ours. On va le voir tout à l'heure un petit peu après. On va récupérer les mots de ours en cliquant sur le lien. On va ensuite voir à quelle position je suis sur ces mots-clés-là. Et puis, on va lancer le processus de génération de contenu. Non pas les mêmes contenus courses, non pas des contenus génériques, mais des contenus qui auront été faits en fonction de la façon dont je veux orienter, mais sur les mots-clés sur lesquels ours fait de l'audience. Et on peut être dans une logique de compétition comme celle-ci, alors ça peut être sur du e-commerce, ça peut être sur du B2B, en regardant ce qu'ont fait les autres, on dit tiens, bonne idée, je n'avais pas vu ce mot-clé-là, on prend un leader et en quelques minutes, on a tous ces mots-clés, en quelques minutes, on s'est lancé dans la production de contenu ou de l'optimisation de contenu, on a commencé à faire des backlinks si on s'est rendu compte qu'on était très très loin, on a fait du maillage interne, enfin, le temps, c'est un peu le temps n'est plus la ressource en fait. Le temps n'est plus la ressource, c'est vraiment les outils, les agents qu'on va mettre en place. Et la révolution, elle n'est pas dans les nouvelles sources, elle est vraiment dans la façon dont on va les investir et les outils qui vont nous permettre de les investir. Là, mon exemple est un sujet SEO, mais on pourra avoir les mêmes sujets sur de l'image ou sur de la vidéo. Mais après, ce que je disais au début, c'est que pour ceux que ça intéresse vraiment, ou ceux qui sont curieux, ou ceux qui veulent voir, je propose la semaine prochaine une sorte de présentation, formation à ces outils le jeudi prochain dans la matinée, gratuite évidemment, où on pourra revoir ça en live. Et puis, ce qu'on pourra faire, c'est prendre des exemples de gens qui viendront. On connectera une sorte de console et puis on montrera comment ça peut aller vite, s'il faut faire des liens, s'il faut faire des contenus. La question maintenant, ce que je dis, le SEO a toujours changé, a toujours évolué, donc on en verra ce truc-là. Mais les questions qu'il faut se poser quand on est un annonceur ou même une agence, c'est est-ce que vous avez triplé votre production, j'allais dire, pour le même budget, ou est-ce que vous avez divisé par 3 votre budget aujourd'hui? Parce que ce qui coûtait très cher avant, aujourd'hui, ne coûte plus beaucoup. Donc, on peut en faire beaucoup plus. Est-ce que vous avez augmenté votre popularité à moindre coût? Est-ce que vous avez automatisé de la production de contenu? Et est-ce que vous avez utilisé et testé des outils conversationnels comme celui que j'ai pu présenter ou celui que Lionel a pu présenter précédemment? Est-ce que vous avez fait tout ça? Parce que ça peut vous permettre, on va dire, avec des budgets. Alors, peut-être qu'avant, vous aviez 5 000 euros, 10 000 euros, 100 000 euros, mais avec le même budget aujourd'hui, vous pouvez faire forcément 3 fois plus et 3 fois plus vite parce qu'on a vraiment les outils qui le permettent. Et il y a des agences qui sont très en avance et très en pointe sur ces sujets-là, et puis d'autres qui font encore à l'ancienne. Et ça, c'est un vrai sujet. C'est pour ça ce que je dis au début, le remplaçant, c'est que les annonceurs voient ces opportunités et certaines agences sont un petit peu à l'ancienne, un petit peu à la traîne pour 2 raisons, soit pour une raison de compétence, soit pour une raison économique, en disant j'aime bien vendre du temps à 800 balles la journée, vaut mieux que j'en vende 10 que 4. Sauf que le modèle doit changer et ça ne doit plus être le temps qui fait foi sur une prestation. Mais en tout cas, tous les outils qu'on peut mettre en place nous font gagner du temps, mais doivent nous faire aussi gagner de l'argent à l'annonceur, au client et à l'agence aussi.
Ouais. Jérémy dans le chat dit c'est rassurant en quelque sorte parce que le métier de SEO n'est pas prêt de disparaître, mais c'est des nouvelles possibilités pour gagner en efficacité. Le métier de SEO n'en est qu'à ses débuts probablement, hein. Même s'il y a des choses qu'on appelait SEO aujourd'hui qui n'ont plus aucun sens en termes de temps. Enfin, moi, pour avoir fait ça, ce que je dis souvent, j'en ai vendu certaines choses pour des millions d'euros. Je dis aujourd'hui, c'est tellement rapide, tellement simple à faire, tout en étant plus qualitatif. Et puis, ce que je dis souvent, j'ai dit, si les contenus qui ont été générés avec tout le bon sens et toutes les bonnes choses qu'on a pu faire, il est mauvais, eh ben, on le met à la poubelle, en fait. On le met à la poubelle et puis on refait. On refait, on régénère. Et nous, c'est ce qu'on fait quand on produit des contenus pour les clients, pour toutes les campagnes de backlink. Si on a des contenus qui ne nous satisfont pas, on appuie sur un bouton, on le détruit, on le régénère. Et j'allais dire, on parle en centimes. On parle en centimes. Donc, le contenu est un support qui aujourd'hui a été galvaudé par tous ces outils-là. On peut en faire des très bons, on peut en faire des très beaux, qui rankent, qui donnent du résultat, qui amènent des résultats à une entreprise, mais la valeur ajoutée aujourd'hui de ces contenus, en tout cas dans la production, elle est devenue minime parce qu'on peut faire des choses très rapides et très simples et qui sont à la portée de toute personne qui sait lire, écrire et qui a un peu de bon sens et un peu de connaissances marketing et SEO. Voilà, c'est plus réservé aux experts. Il y a vraiment des choses, et que ce soit sur Analytics comme ça a été montré ou sur le SEO ou même sur d'autres sujets, qui se popularisent et qui se démocratisent. Et il y a un autre phénomène qui est aussi révolutionnaire, c'est la vitesse à laquelle les choses vont. Et pour vous donner un ordre d'idée, c'est les temps de développement sur ce type d'outil, il a été raccourci de façon délirante. Voilà, il y avait une question. Votre outil modélise-t-il en définitive la méthode à mettre en place pour créer du contenu, plus que de la création de contenu? Est-il de fait accessible à tous et pas seulement à des spécialistes et des experts? Alors, il est accessible à tous. Il faut avoir envie de créer des contenus. Et il y a une façon de faire, mais c'est vraiment le rédacteur qui le pilote. C'est le rédacteur qui le pilote. Donc, il est. Et après, moi, ce qui m'a étonné, c'est qu'il y a une façon dont on l'utilise, nous, pour les campagnes de backlink qu'on fait pour nos clients. Il y a une façon dont on l'utilise un annonceur, il y a une façon dont on l'utilise une agence. Et on se rend compte qu'il y a des gens qui le tordent à leur manière et qui vont le faire tourner. Il n'y a pas de façon type, en fait. Ça c'est vraiment chaque personne en fonction de son expertise. C'est chaque personne qui va le tirer dans le sens qu'il le veut. Et moi, j'ai été étonné par l'utilisation qu'on a été faite par certains utilisateurs qui nous ont bluffés parce qu'on ne s'attendait pas à ce qu'ils puissent faire des choses pareilles avec l'outil parce que on n'a pas leur façon de penser et on n'a pas leur façon de… Il y en a qui ont rajouté du prompt dans l'outil et on n'a pas anticipé ce truc-là. Ça a fait des choses qui sont folles. Alors, Laetitia a dit quel est le challenge en termes de SEO aujourd'hui? Eh ben, c'est de produire pour tous les canaux qui sont disponibles et d'exploiter tous les canaux puisqu'ils sont tous devenus importants et ils sont tous incertains. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se concentrer. Imaginons, on prend exemple, on était concentré que sur du search classique. On a un overview qui arrive, qui nous prend notre visibilité. Et ben, du jour au lendemain, on peut avoir des requêtes qui perdent un tiers de leur audience, un tiers de leur visibilité. Ben, c'est assez coûteux. Donc, le challenge aujourd'hui, c'est d'aller sur du global et c'est d'aller chercher des nouvelles sources d'audience avec le même type de contenu, mais en les adaptant aux nouveaux canaux qui vont être l'overview, qui peuvent être Discover, qui peuvent être toutes ces choses-là. Et globalement, peut-être que là, les gens qui sont là, on est dans une enceinte avec des agences, avec des annonceurs matures. Mais quand on regarde le quotidien des entreprises, qui sont en B2B, dans l'industrie, dans les trucs, ils sont à des kilomètres de ce sujet-là. Mais en fait, ces outils permettent d'accéder très vite à une visibilité, à une production qui soit importante en grillant les étapes qu'elles n'ont pas utilisées ces dernières années. Voilà. Ok, bah écoute Jean-François, merci pour cette présentation. C'est un très bon teaser en fin de compte que la présentation ne se relance pas parce qu'effectivement tout le monde va venir jeudi prochain à la présentation. Moi j'ai chaud. On te contacte facilement sur LinkedIn ou tu as peut-être affiché Alors, tes j'enverrai contacts. peut-être un mail, mais sinon c'est jeff@hyperlinker.ai. Je le mets ici dans le chat Ouais. pour les gens qui veulent se mettre. Sinon, ils peuvent s'inscrire sur Hyperlinker et moi, je ferai un mail.
Ils s'inscrivent gratuitement. Je leur ferai un mail d'invitation pour la semaine prochaine. J'enverrai, si on a les contacts des personnes, j'enverrai un petit mail pour ceux que ça intéresse. Et puis, ce que je dis, c'est qu'on fera 1 ou 2 exemples avec des gens qui sont dans la salle, qui ont bien voulu nous donner leur Search Console. Et puis, on montrera le truc. Mais pour montrer que c'est très… On peut partir de sujets très hétérogènes. Ça peut être du e-commerce, ça peut être du tourisme, ça peut être du B2B. C'est vraiment très, très varié. Et on regardera comment on fait des backlinks, comment on optimise son contenu, comment ces choses-là. Et même pour les agences, comment on peut s'en servir pour ses clients, parce que c'est aussi ça, c'est de dire, j'ai pas dit dans mon propos que les agences étaient mortes, loin de là. J'ai dit les agences vont devoir s'adapter à ce modèle-là, et celles qui seront en pointe là-dessus feront le marché d'aujourd'hui et de demain. Parce que le temps passé ne peut plus être la référence de marché, quoi, ou sur des très gros clients, très riches et très, très basiques. Mais sinon, ça ne peut pas être ça, à mon sens. Très bien. Écoute, on peut en débattre. Merci. Ouais, on va en débattre dans quelques minutes. Voilà, on se retrouve à midi avec Robin et Lionel pour parler de l'avenir des métiers du digital et de la communication avec ce nouveau monde teinté très fortement d'IA. Merci Jean-François. On va se déconnecter quelques minutes pour reprendre à midi pile. À tout de suite.